autour, et vous avez commencé à en parler à propos de l'analyse risque-bénéfice pour les médicaments, autour de cette question d'évaluation des innovations et d'évaluation a priori. Est-ce que effectivement la figure de l'expert qui s'est construite, je dirais, essentiellement au cours du XXe siècle et surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, qui correspondait à une sorte de pacte social, c'est-à-dire on transfère à des gens la responsabilité d'évaluer toutes ces innovations et de dire si effectivement on peut les utiliser. Est-ce que les crises qu'il y a eu dans ce domaine amènent à reconsidérer cette question? Est-ce qu'on peut imaginer revenir à, disons, une expertise qu'on appelle parfois profane, dans laquelle chacun, collectivement ou individuellement, va évaluer les innovations? Comment on peut voir ça? Et comme Gérald Bronner a écrit des choses sur notamment les sources d'informations qu'on peut trouver sur Internet, je propose que ce soit lui qui commence un petit peu cette réflexion. Oui, alors la question, une expertise sans expert, la réponse vient immédiatement. Non, par définition, il ne peut pas y avoir d'expertise sans expert, mais je reformulerai peut-être la question en disant est-ce que tout le monde peut être expert dans le fond? Bien, peut-être que je vais vous surprendre, mais ma réponse est oui. Tout le monde peut être expert. Non, non, pas ceux qui m'ont bien lu, justement. Après, certains cherchent à détourner l'angle. Ma réponse est oui, parce que je pense que l'expertise, en fait, correspond à une somme de processus cognitifs. Et comme je suis universaliste, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ces processus cognitifs sont à la portée intellectuelle de tous. Donc tout le monde peut être expert, mais tout n'est pas expertise. Tout intérêt pour un sujet n'est pas expertise. On ne peut pas faire de l'expertise sans méthode. Et cette méthode, elle est sans doute facilitée par l'obtention d'un diplôme, par une formation intellectuelle, mais le fait de ne pas avoir ce diplôme ou cette formation intellectuelle ne vous éloigne pas à tout jamais de la possibilité de construire une expertise. Une fois que j'ai dit ça, voilà, moi je pense que du coup, tout est possible dans ce domaine. Mais ensuite, ce sujet me semble, et c'était l'objet de beaucoup effectivement mes écrits, il me semble que ce sujet est aussi enserré dans une idéologie. C'est-à-dire l'idée que toute forme de délibération collective puisse passer pour une expertise méthodique me semble être une idée idéologique. Pourquoi? C'est une question technique en fait. Moi j'essaye de désincarcérer cette question de sa gangue idéologique. En d'autres termes, dans quelles conditions un groupe qui délibère aboutit à une délibération, à une conclusion qui est optimale, bonne, satisfaisante ou au contraire suboptimale? Ça dépend des circonstances. Par exemple, si vous prenez, il y a plein d'expérimentations sur Internet qui ont été faites, qui sont tout à fait magistrales. Si vous prenez un grand nombre de personnes dont on utilise des capacités exploratoires, ils vont chercher des choses. Par exemple, des configurations de molécules, des choses comme ça. Vous avez le jeu Foldit et vous avez une publication dans la revue Nature qui pourrait être signée par des milliers de personnes. Si vous mobilisez la capacité des gens à observer un segment de réalité parce qu'ils habitent dans tel coin ou dans tel coin, vous allez avoir effectivement une possibilité de recruter des informations sur les espèces rares, sur la botanique, etc., que même le meilleur des experts ne pourrait pas réunir. C'est entendu. Mais ça, vous voyez bien, cognitivement, c'est une caractéristique très particulière, c'est une capacité exploratoire qu'a la foule. Donc, tant que vous avez une équirépartition de l'erreur autour de certaines valeurs centrales, le recours à la délibération collective peut être très productif. Dans d'autres cas, en revanche, on connaît aussi assez bien, il n'y a pas une équirépartition de l'erreur autour d'une valeur centrale qui fait que les erreurs des uns, par excès, sont compensées par les erreurs par défaut des autres, et au contraire, polarisation collective vers certains points d'erreur. Et je crois que miser tout sur la première catégorie ou sur l'autre, ce que je ne fais pas du tout, je ne pense pas du tout que la délibération collective ne soit jamais utile à l'expertise, eh bien je pense que c'est une position idéologique. Il est temps de mettre de l'ingénierie sociale là-dedans, un peu de science. Moi j'aurais tendance à dire que oui, on a encore besoin d'experts. Alors peut-être que tout le monde peut être expert, mais je pense que tout le monde ne peut pas être expert dans tout. Et l'une des difficultés, c'est que souvent l'expertise, il suffit de mettre une blouse blanche pour paraître un expert laboratoire, et donc il y a des gens qui se cachent. Si on est médecin, on est un expert, et on peut parler de tout et de n'importe quoi en matière de santé. Et donc je trouve ça très dangereux, c'est-à-dire que beaucoup de gens utilisent détournent un petit peu et peuvent devenir. Donc il y a besoin d'expertise, mais il y a besoin d'expertise un peu indépendante.
dans notre métier, quand il y a des débats, on essaie d'avoir recours à des experts indépendants. Pour revenir au principe de précaution que je défends, je rappelle que quand on regarde le principe de précaution, ce qui a été essayé d'être mis dans le principe de précaution, c'est absolument pas de freiner, c'est de dire que si à un moment on n'a pas la matière scientifique, qu'on a l'impression qu'il y a un risque, mais qu'on n'est pas capable de le mesurer, on prend une mesure, je dirais, de précaution, et en parallèle, et ça on oublie, on met en place les programmes de recherche qui permettent de lever les doutes et donc de pouvoir prendre la bonne décision. Alors ça, il ne faut peut-être pas l'oublier, c'est comme un juge des référés. Quelle est la différence entre le jugement référé et le jugement normal? Le juge des référés, où il y a un mur qui va s'écrouler, c'est l'exemple qui est pris en général par les juristes, et donc il dit, oulala, si le mur s'écroule, ça peut tuer quelqu'un, donc on va prendre une mesure. Pour l'instant, on va demander à un tel de réparer. Mais il ne juge pas dans le fond. Il ne dit jamais qui a été responsable ou pas responsable. Il y a eu récemment un référé, je pense que vous en avez entendu parler, sur le fait si est-ce que le parti peut s'appeler républicain ou pas républicain. Le juge des référés a dit, écoutez, c'est pas mon problème. Il avait considéré qu'il n'y avait pas un risque majeur pour la France qu'un parti s'appelle républicain et que le juge, dans le fond, déciderait dans 3 mois et que ça serait très bien. C'est-à-dire qu'il a jugé en risque et non pas en fond. Je pense que le principe de précaution a cette même notion, c'est de dire à un moment attention, et d'ailleurs il s'intéresse aux administrations, c'est-à-dire à la puissance publique, en disant vous, puissance publique, qui est chargée justement de la gestion des risques, si vous avez l'impression qu'il pourrait y avoir un risque assez important, et donc pas négligeable, mais qu'on n'en a pas le bagage scientifique, à ce moment-là, prenez des mesures qui doivent être tout de même proportionnées, raisonnables, etc., mais en attendant de développer le savoir. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrête par exemple le gaz de schiste, mais on n'autorise pas la recherche dessus. Ça, c'est complètement contradictoire au principe de précaution. Si on arrête des OGM, on peut les arrêter, mais il faut faire de la recherche sur des OGM pour savoir si c'est dangereux. Et ça, c'est pas fait. Et donc, c'est complètement contraire au principe de précaution. Le principe de précaution, c'est, bon, sachons régler, et on attend des risques, on attend des experts, on attend de la science de nous donner la réponse. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, on a besoin de la science, on a besoin d'expertise, on a besoin des experts indépendants qui vont prendre un peu de recul et qui vont pouvoir, dans ce débat, mettre des ordres de grandeur, évaluer les risques. C'est vrai qu'il y a des risques partout, mais on sait très bien aussi que quand on prend une voiture tous les matins, on prend un risque, et celui-là, on l'accepte. C'est-à-dire qu'on a aussi, les gens ont, par rapport au risque, le risque que je prends moi-même, je l'accepte. Le risque que mon voisin me fait prendre, on ne l'accepte pas. On a fait une enquête sur la réutilisation des eaux. Nous, en tant qu'entreprise, nous ne sommes pas sur la réutilisation directe des eaux usées. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de l'eau usée de sa maison directement à de l'eau potable. Ça, on considère qu'il faut mettre des barrières pour éviter les risques. Et cette question de est-ce que vous êtes prêt à boire l'eau usée que vous avez produite, les Australiens qui sont dans des périodes un peu plus de sécheresse sont l'opposé. Et les gens ont répondu à l'eau usée de mon voisin, non. Mais la mienne, oui. C'est-à-dire que la notion de risque est très relative. Je prends le risque que je mesure. Mais alors, le risque, même minimum du voisin, créé par le voisin, on n'en est pas du tout. Donc il y a une relativité. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu d'expertise un peu indépendante en même temps par rapport à chacun. Étienne, comment tu vois cette critique de l'expertise et ces nouvelles figures? Bon, d'abord, moi je pense qu'il faut des experts indépendants, même si le mot expert indépendant me semble être un oxymoron. C'est contradictoire dans les termes. Si on prend l'exemple du LHC, vous savez qu'il y a cette polémique sur les trous noirs qu'on pourrait faire dans les collisions, qui pourraient absorber l'air. Je ne connais pas d'experts sur ces questions-là qui ne soient pas dans un laboratoire de physique des particules. Alors pour aborder la question, je vais commencer par rappeler une conférence qu'Einstein a donnée en 1939 à Princeton. Il était réfugié là-bas, comme vous savez. Il a été invité au département de théologie de la faculté et il a conclu son exposé sur la responsabilité du scientifique en disant « Il n'existe pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est à la connaissance de ce qui doit être. » C'est-à-dire que la science produit des connaissances et en produisant des connaissances, elle produit de l'ignorance. Mais c'est une ignorance d'un type très spécial. C'est-à-dire la science ne nous dit pas ce que nous devons faire de la science. Elle nous dit comment faire des réacteurs nucléaires, des OGM, mais elle ne nous dit pas si on doit les faire. Et donc, à partir de cette remarque, on voit bien ce que pourrait être un monde idéal. Il y a des experts de la connaissance de ce qui est.
Et on doit les écouter parce qu'ils sont experts de la connaissance de ce qui est. Pour la connaissance de ce qui doit être, c'est la société qui est experte parce qu'elle est experte de ce qu'elle veut. Et donc on dirait, voilà, les experts éclairent les connaissances, les diffusent, les commentent, et puis la société forme un projet à partir de ce qu'elle a compris de ses connaissances. Ça, c'est le monde idéal qui n'est pas le nôtre. D'une part parce que la société, souvent, au lieu d'écouter les experts, va utiliser parfois une sorte de démagogisme cognitif, comme le dit Gérald Bronner dans un texte que j'ai lu, pour contester la valeur de vérité du discours des experts. Et puis les experts qui sont normalement experts en connaissance, parfois projettent plus loin en disant ce qui est bon pour la société, ce qui n'est pas leur rôle. Et donc on voit qu'il y a une situation de crise. Et ce que je trouve assez embêtant aujourd'hui, c'est que on voit apparaître de plus en plus, me semble-t-il, ce que moi j'appelle un populisme scientifique, c'est-à-dire l'invocation du bon sens pour remettre en cause l'expertise des scientifiques. J'en veux pour preuve un exemple qui m'a beaucoup marqué il y a 2 ans, 3 ans, en 2012. Le mois de mai, en France, a été très froid. Il y a eu 5 degrés de moins que les valeurs habituelles. Et un magazine, un hebdomadaire à la fin du mois, a titré en une « Climat, 2 points, le changement, c'est pour quand ?» C'était une façon de se moquer des climatologues qui nous disent qu'il y a un changement climatique, avec l'idée que chacun, avec son ressenti physiologique des températures à Paris, est capable d'en inférer des conclusions générales sur l'évolution de la température de l'atmosphère terrestre. Et ce populisme scientifique me semble être le moyen que nous avons trouvé pour contester, dans une sorte de relativisme, le crédit qu'il faut accorder aux experts, au motif que ce qu'ils savent est perçu comme dangereux pour la société. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on utilise une sorte de tactique pour contester les connaissances par un relativisme que je trouve inquiétant, y compris pour la transmission des connaissances, justement, au motif que le projet qui est associé à ces connaissances pourrait nous paraître indésirable. Mais alors ça, la distinction entre connaissance et opinion, ou la confusion, ça doit être un terrain de jeu idéal pour un sociologue, parce que je fais allusion un petit peu à la question de méthode. Or, tes collègues ont beaucoup écrit sur les formes de délibération, débats citoyens, conférences citoyennes, expertise sur un public et contradictoire. Donc comment tu vois cette tentative des sociologues pour organiser cette interaction entre toutes ces sources d'expertise et parfois mélange effectivement connaissance et opinion, comme vient de le dire Étienne? Je rappellerai tout simplement une phrase de Einstein. Maintenant, si tu l'as déjà fait, pardon. Donc, qu'est-ce que disait Einstein en conclusion de sa conférence? C'est tout simplement que comment dirais-je, le désir ne doit pas contaminer le croire en science. En d'autres termes, l'idée que je me fais du bien ne doit pas contaminer les méthodes que je peux avoir pour savoir le vrai. Et donc l'idée, par exemple, que démocratiser toute forme de délibération, toute forme de prise de décision est bonne, je peux la concevoir, mais que sur cette base-là de désir politique, on en infère que toutes les décisions prises par une délibération, par un groupe qui délibère vont être bonnes, ça me pose problème en tant qu'homme de science. Voilà. Je pense en plus que c'est d'autant plus problématique que ça peut être testé. C'est tout à fait réfutable. Là, on est dans le champ de la science, on n'est pas dans des choses qui sont irréfutables. Et donc, d'abord, procédons à toute une série d'expérimentations. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'expérimentations sur cette question. Il y a même des bibliothèques entières d'expérimentation. Faisons un état de l'art. Voyons ce que l'on ne sait pas encore. Il y a un tas de questions qu'on ne sait pas encore. On ne sait pas tout simplement combien de personnes il faut réunir dans une salle pour être sûr qu'il y en a au moins 50% qui vont prendre la parole. C'est quand même essentiel quand on parle de démocratie délibérative, parce que s'il y a 3 bonhommes qui parlent parmi 200 personnes, ces gens-là, ils ont un capital culturel, que sont que des hommes, pas des femmes, etc. On ne voit pas où est le plus en termes de démocratie. Non, mais voilà, ça c'est bien connu de toute façon. Combien de personnes il faut? Il est évident que plus votre nombre va être grand, moins la proportion des gens qui vont prendre la parole va être importante. On peut le comprendre intuitivement, mais encore faut-il faire des expérimentations pour le savoir. Peut-être qu'il y a un nombre idéal pour pratiquer, par exemple, la démocratie délibérative. Mais je cherche en vain des réponses aussi simples que ça dans la littérature, et je ne vois que des « il faut ».
Voilà. Et souvent, il faut pour faire reculer le pouvoir de l'expertise, qui est considéré, comme Étienne l'a dit, comme a priori détentrice d'un mal, disons, de connaissance nocive. Et pour toutes les raisons qu'on a vues, aussi pour des raisons de représentation, de déploiement du temps, tout ça est en fait intimement lié. J'ai constaté aussi que pour rendre la science compréhensible, on a tendance à essayer de trouver des comparaisons. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des modèles qui existent. Le nombre de fois où on nous dit que l'eau c'est de l'or bleu, moi j'ai jamais trouvé malheureusement que le prix de l'eau soit celui de l'or ou celui du pétrole. Enfin, donc les gens prennent ces assimilations, mais ça peut être très dangereux. Je cite souvent l'exemple du calcaire dans l'eau. Beaucoup de gens ont peur du calcaire dans l'eau qu'ils boivent, en pensant qu'on est en train ça va avoir un effet sur ses intestins, qui va mettre plein de calcaire dans les intestins. Alors que le calcium qui est dans l'eau potable est aussi bien assimilé que celui du fromage. Je peux vous garantir pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui auraient un petit peu trop qui ne voudraient pas prendre de graisse, qu'il vaut mieux prendre de l'eau, le calcaire de l'eau, que le calcaire du fromage. Mais là, tu n'es pas indépendante. Mais non, mais je veux dire par là que beaucoup de problématiques viennent d'une espèce de représentation qu'on se fait. On essaye, parce que c'est la vie de tous les jours, hein, on a plein aussi de méthodes de survie, hein, de comparer. Et donc on va se battre pour des idées compliquées parce que par assimilation, les gens nous disent bah oui, quelqu'un on sait bien, c'est pas bon pour la bouilloire, donc je ne vois pas pourquoi ça serait bon pour mes intestins. Et donc on a du mal. Et d'un autre côté, c'est en essayant d'être simple, de faire des amalgames, enfin pas des amalgames, mais des comparaisons, qu'on arrive parfois à expliquer les concepts. Mais c'est un double tranchant, et il y a des gens qui ne se jettent pas pour utiliser des comparaisons pour faire passer des idées qui sont complètement fausses. Donc ça, je pense que ça doit être votre domaine, ça. Ça m'intéresse bien sûr. Tous, la métaphore, effectivement, c'est un cheval de Troie autour de ce qu'on peut appeler le populisme ou la démagogie comme ça, cognitive, tout à fait. Par exemple, l'exemple que vous avez proposé tout à l'heure, nos capacités d'observation du réel progressant et de détection de certaines molécules, peut-être qu'il y a des molécules d'arsenic ici, dans la salle, très probablement, mais pas à un point qui puisse nous mettre en danger. Mais en revanche, à partir du moment où vous avez insinué cette proposition dans l'espace public, il y a des idées métaphoriques qui viennent tout de suite à l'appui en disant il peut y avoir une accumulation à force, tout cela peut s'accumuler et devenir nuisible. Et on se dit, puisque à une certaine dose, le produit est nuisible, donc à une très faible dose, il est très faiblement nuisible, mais quand même un peu nuisible. Donc c'est un effet de seuil qui est difficile à comprendre. En plus, on fait des découvertes d'ailleurs qui remettent en question sur certains produits cet effet de seuil, donc ça complique beaucoup les choses. Mais si je puis dire, parce qu'on est dans la dispute, je m'étonne du coup que faisant cette remarque, que vous défendiez de cette façon le principe de précaution, parce que c'est pas tant la lettre constitutionnelle, parce qu'en réalité, la constitutionnalisation, les juristes le savent, va pas changer grand-chose, il n'y a quasiment pas une procès autour du principe de précaution qui l'invente directement. Mais ce que moi, en fait, ce qui m'inquiète plus, c'est le précautionnisme, c'est-à-dire l'application idéologique du principe de précaution, mais que je crois qui a été savonné par la lettre du principe de précaution. Par exemple, la notion d'incertitude scientifique que vous avez mentionnée, qui est bien présente dans le texte et qui normalement doit nous inciter à faire des recherches pour en savoir plus. Mais cette incertitude scientifique, elle peut donner lieu à une mise en scène médiatique très facile. Par exemple, il existe quelques molécules, les scientifiques ne nous ont pas prouvé que ce n'était pas dangereux. Donc dans le doute, tant qu'on n'a pas produit suffisamment de recherches sur les très très faibles doses et sur l'impact sanitaire, suspendons par exemple la présence... Et on n'en finit plus. On n'en finit plus, mais ça c'est quand même la fille peut-être non reconnue, hein, la fille naturelle du principe de précaution. Bien, on rentre dans le dernier quart d'heure, donc on va redonner la parole et puis il y aura un temps de clôture. Qui veut intervenir sur cette question de l'expertise au XXIe siècle? Je peux parler fort? J'ai toujours été surpris dans les débats sur l'expertise que, d'un commun accord, on mentionne un physicien sur des postures d'épistémologie, de philosophie ou de morale. Donc je poserai en boutade, à quel moment Einstein est-il devenu un expert de l'épistémologie ou de la philosophie? L'argument d'Einstein qu'il a cité dans cette conférence est un argument qui est connu depuis beaucoup plus longtemps, qui a été énoncé par Hume. Alors Einstein, vous savez, en 1905, il avait fondé l'Académie Olympia à Berne, et avec ses copains Solovine
etc. Ils ont lu tous les grands penseurs, Mach, beaucoup d'autres. Et donc, c'était un humaniste. Il n'a pas fait que des équations, Einstein. Je voudrais relancer un petit peu sur cette question de l'incertitude, parce que Diane, tout à l'heure, tu as dit un des problèmes de la science, c'est que, d'une certaine manière, elle a tendance à produire plus d'incertitudes qu'elle n'en résout, c'est-à-dire que, dans le domaine que tu as cité, la progression des méthodes d'analyse va plus vite que la progression des capacités d'évaluation toxicologique, ce qui veut dire que de plus en plus on détecte dans n'importe quel endroit du monde et n'importe quel produit des substances sur lesquelles on n'est pas capable de tenir un discours en disant est-ce que ça pose problème ou pas. Et comme le disait Gérald, on dit finalement si c'est toxique à forte dose, ça doit être un peu toxique à faible dose. Et ce raisonnement très, très linéaire, il n'est pas si évident à contrer. Et donc d'une certaine manière, le fait que la science va sans doute dans l'avenir continuer peut-être à, non pas, parce qu'on avait peut-être une vision de l'inconnu qui était finie et d'une science qui l'explorait peu à peu et qui allait finir par en faire le tour. Or, on a l'impression effectivement qu'à chaque fois que la science travaille, elle ouvre des portes vers des domaines d'inconnus qu'on ne soupçonnait pas. Et donc, par rapport à ça, comment traiter cette question d'une incertitude et d'une attitude vis-à-vis de la science qui peut permettre aux gens de dire mais finalement à arrêter d'une certaine manière, le plus vous cherchez, le plus vous posez de problèmes et le moins vous apportez de solutions. Est-ce que ça ne va pas aussi par rapport à ce que tu disais sur la critique de la connaissance être un facteur de rupture par rapport à la société? Est-ce que cette science n'est pas devenue anxiogène finalement? J'en suis bien persuadée, mais je veux dire que Suez Environnement a un laboratoire de recherche qui est une quinzaine, vingtaine dans le monde de ce niveau-là, qui donc est en permanence en train de regarder si on trouve des nouvelles molécules dans l'eau. Il faut gérer ça. C'est-à-dire qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait de cette information, comment on la gère, comment on l'organise et comment on prend des conséquences, comment on conclut par rapport à ça. Alors heureusement, et par rapport à ton intervention tout à l'heure, les chimistes continuent à créer des molécules chimiques. Donc forcément, on finit par les retrouver un jour ou l'autre dans l'environnement. Donc il faut se poser la question. C'est vrai qu'avant, ils n'avaient pas besoin de démontrer trop l'innocuité environnementale. Et quelque part, on a découvert et on retrouve maintenant des médicaments dans les eaux, on retrouve des produits chimiques, donc il faut relativiser. Donc ça, c'est un élément, heureusement, dont on dispose, c'est quand il y a des études sur les médicaments, on en connaît à peu près les impacts, et donc c'est un bon moyen de relativiser, puisqu'on peut comparer des doses avec des doses. Là où on était plus embêté, c'est quand on a commencé à se dire, au fond, est-ce que les têtards apprécient les mêmes doses que les êtres humains? Et donc, aujourd'hui, on va passer dans le risque environnemental et non pas humain. C'est-à-dire que les conclusions de nos recherches montrent qu'il n'y a pas tellement de risque humain, de santé, je veux dire. Par contre, c'est vrai que la nature, il faut la protéger, parce qu'il y a des petites espèces et que par conséquent, il faut maîtriser. Et donc, ça a tout de même introduit en Europe une norme qui s'appelle REACH, qui dit, bon, avant de lancer des gros produits ou des produits, faites tout de même des études, parce que faites une analyse d'impact. Alors, il faut le faire avec subtilité, il ne faut pas arrêter, il faut aussi que les industriels comprennent quel est l'objectif. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas lancer n'importe quel produit, et il y a une espèce d'équilibre entre améliorer, mais maîtriser, et comment interpréter avec ce problème, c'est que des picogrammes, vous en trouvez. Alors, ça ne fait pas grand-chose, c'est même pas, c'est un petit morceau de sucre dans une piscine olympique. On est très loin, on voit bien que c'est très faible, mais malheureusement ça existe le picogramme et on est capable de le mesurer. Donc comment on maîtrise et comment on arrête d'être anxieux sur le sujet. Et ça a été par moi, d'ailleurs ça a été un de mes boulots, c'est d'essayer de dire attention, ça c'est dangereux, attention, ça l'est pas. Alors moi je pense, et je l'ai beaucoup fait, et je le conseille, je pense qu'on conseille aux gens de faire du sport, pour maintenir leur état physique. Et bien je pense qu'il y a des domaines dans lesquels il faut faire un sport intellectuel qui consiste à pratiquer ces exercices, à regarder la relativité et à apprendre à faire un peu et à introduire des notions de risque et des notions d'équilibre. Il faut pratiquer parce que le jour où ça arrive, on n'est plus capable de raisonner. Et on peut avoir du mal. Donc,
j'ai pas de solution, mais oui, je pense que la science va continuer à avancer. Ceci étant, le microscope a fini par apporter beaucoup de choses. Donc, le fait d'être capable de mesurer mieux probablement amène plus de solutions que de réalité de risque. Parce que de toute façon, et c'est sur le reuse, je parlais tout à l'heure de la réutilisation des eaux. Sur la réutilisation des eaux, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est pas bien, mais la Tamise, quand on calcule le débit de la Tamise, je crois qu'il représente tous les prélèvements qui sont faits dans la Tamise et tous les rejets qui sont faits dans la Tamise, pratiquement, on prélève 7 fois la Tamise. C'est-à-dire qu'entre le haut et le bas, on prélève, on rejette, on prélève, on rejette. Donc ça fait des siècles et des siècles qu'on fait de la réutilisation des eaux. Et quand vous êtes à Paris, vous réutilisez les eaux qui sont à la montre. Donc la nature, de toute façon, elle existe et il faut relativiser, puisqu'en fait, le monde est survécu. D'autres interventions? Je comprends pas très bien, mais j'ai l'impression que votre discours, c'est un peu de dire que il faut relativiser, qu'il ne faut pas exagérer, que parfois les gens qui sont non experts ont tendance à exagérer des risques et qu'il faut en gros laisser l'expertise aux experts. Mais il y a quand même, depuis une dizaine d'années, avec l'émergence d'Internet 2.0, il y a le phénomène des lanceurs d'alerte qui ont eu quand même un rôle positif, je crois, dans plein de domaines. Il y a eu la chose militaire était laissée aux experts militaires jusqu'au jour où Edward Snowden et tous ces gens-là ont dénoncé des choses qui sinon n'auraient jamais été dénoncées. Et tout ça grâce à Internet 2.0. Il y a eu quand même des lanceurs d'alerte sur les pesticides. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est positif quand même les alertes qu'ils ont lancées. Non, j'ai l'impression que vous voulez relativiser les nouveaux dangers qui ont été dénoncés soit par des lanceurs d'alerte, soit par des communautés d'internautes qui n'ont pas des diplômes d'expertise scientifique. Mais moi, je crois au bon sens. Je crois qu'il y a un bon sens populaire et je crois que la démocratie, c'est une bonne chose et que tout ça doit être contrôlé par le peuple. Et Internet 2.0 offre un moyen au peuple de le contrôler. J'ai aucun problème avec les lanceurs d'alerte. Ça, je trouve ça très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le lanceur d'alerte connaisse le sujet. Et souvent, les bons lanceurs d'alerte, c'est des médecins qui lancent l'alerte sur des choses. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, donc des lanceurs d'alerte, oui. Mais après, une fois que vous avez une alerte lancée, il faut des experts. Et j'ai bien dit indépendants. C'est-à-dire que l'expertise indépendante, c'est celui qui essaye entre l'intérêt du lanceur d'alerte, parce qu'il y a aussi des lanceurs d'alerte qui ont des intérêts particuliers, et il ne faut pas le négliger, et l'intérêt de la contrepartie, qui est évidemment, vous l'avez cité tout à l'heure, peut avoir des intérêts de camoufler. Donc les lanceurs d'alerte, je suis absolument, et je pense qu'Internet est bien, et par contre, c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est expertise vraie et totalement sans idée préconçue ou des intérêts particuliers. Moi, j'ai, dans toute mon activité, mais je suis évidemment maintenant même plus un frère retraité, j'ai été confronté avec des problèmes d'évaluation, et notamment dans les domaines, bien sûr, de la recherche et du développement. Et bien sûr, faisant appel aux experts, et je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit ici, mais une constatation que je fais quand vous avez des sujets qui sont vraiment difficiles, et on utilise ici pour caractériser cette réunion le mot dispute, et vous savez d'ailleurs que la traduction débat, la traduction anglaise de débat, donc il ne faut pas trop compliquer sur la sémantique, mais il y a quand même un moment où une précaution est indispensable. C'est quand le sujet vraiment le mérite, et quand on en a les moyens, parce qu'une expertise, ce n'est pas gratuit, ça ne consiste pas d'avoir quelqu'un de savant qui, dans la minute, va vous donner la réponse. Il faut engager les moyens, et souvent les moyens manquent. Et il y a quand même un moment où il faut trouver plusieurs experts. Et si on peut en trouver deux dont la compétence est reconnue et qui se détestent, alors ça, c'est excellent. Et très souvent, d'ailleurs, dans des expertises pointues, vous avez des gens qui ont des rapports difficiles, parce qu'il y a rarement une unanimité entre les experts. Mais on ne peut pas faire l'économie, quand on a des sujets extrêmement difficiles, de la diversité de l'expertise. Merci. Donc il nous reste 5 minutes. Ensuite, il faut qu'on rende la salle. Je vous l'avais dit au début, on ne va pas conclure, mais je vais demander aux 3 intervenants de lancer un dernier message.
pour effectivement donner un peu une dernière conviction. Et puis après, on les applaudira bien sûr, et puis on ira voir le beau soleil qui est en train de briller dehors. Alors, qui commence pour dernière expression? Clairement, moi je continue à penser que l'innovation guidée par le progrès, au sens expliqué tout à l'heure, est absolument fondamentale. Je crois à l'expertise, mais effectivement, pas forcément un expert, je suis d'accord, et si possible indépendant, parce que je crois que dans ce débat, il y a tout de même des luttes de pouvoir ou d'intérêts particuliers, donc il faut essayer de les évacuer, qu'il faut donc des organes qui permettent à ces expressions, pour les deux raisons. D'abord pour essayer de trouver la solution, et deuxièmement parce que je pense que le débat fait partie de la façon de trouver la solution. C'est important de débattre, c'est important de remettre les choses et de remettre les valeurs éthiques là où elles devraient être. Et là, pour le coup, le débat est important. Oui, alors juste d'un mot, je vais en revenir sur je ne vais pas laisser passer la question des lanceurs d'alerte, parce que j'ai une petite divergence là-dessus. Je suis moins optimiste que vous sur la question des lanceurs d'alerte. Peut-être ça n'aidera pas certains, tout simplement parce que certains sont évidemment très utiles, mais l'histoire ne retient que les alertes qui ont eu un succès. On oublie le cimetière innombrable des alertes lancées en vain, mais qui ne sont pas sans conséquences. Après tout, on pourrait dire mieux vaut prévenir que guérir. Mais le problème, c'est que dans ces conditions, la prévention a souvent des coûts, y compris en termes de santé publique. Je pense à la question des vaccins qui a été évoquée, le Gardasil, etc. Mais à partir du moment où vous annoncez ça sur France Info, en continu, que des parents ont cette suspicion, ça, c'est une sorte d'alerte en quelque sorte, et je comprends parfaitement que la famille fasse une procédure, y compris juridique. Mais le problème, c'est que vous prenez le risque d'une abstention de vaccination avec une baisse de la couverture vaccinale sur certains sujets. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, je trouve. Et loin de moi l'idée, par contre, d'interdire la possibilité aux gens de donner des alertes. Parce qu'encore une fois, selon l'endroit géographique où vous vous positionnez, vous pouvez avoir accès à une information auquel certains experts n'ont pas accès. Par exemple, des expressions rares, atypiques d'une maladie. Ça, c'est très utile pour le. Donc vous voyez, là aussi, il faut peut-être distinguer tous les cas de figure. Et je finirai d'une phrase. Comme l'a dit bien, moi je pense qu'en effet, il y a toute forme d'hygiène, le sport, etc. Il y a une forme d'hygiène mentale. Et comme ça pourrait constituer de nombreux livres, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais en une phrase, je dirais qu'il est très important, il est tout à fait légitime que nous prenions garde aux conséquences de notre action tout à l'heure, mais nous ne devrions pas nous autoriser à le faire sans faire en même temps une mise en garde sur les conséquences de notre inaction. Et si nous nous en tenions à ce simple principe dans le débat public, il y aurait, à mon avis, beaucoup de dérives qui seraient évitées. Bon, moi je pensais qu'il n'y a pas de conclusion, alors je ne sais pas quoi dire. Mais les débats montrent que la question est compliquée. Si on lit les pères fondateurs de l'Idée de Progrès, ils annoncent toujours qu'un jour nous serons libérés nos âmes, nos corps seront libérés par le progrès. Or, ce qu'on voit nous, c'est que le progrès n'est pas un soulagement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toutes sortes de choses à contrôler sans cesse, et donc on n'est jamais complètement libéré, et l'état stationnaire qui était annoncé après qu'on ait travaillé pour le faire advenir n'arrive pas. J'ai dit tout à l'heure que j'étais attaché à l'idée de transmission des connaissances, et ça ne veut pas dire que je défende une conception scolaire de la démocratie. C'est-à-dire que tous les citoyens devraient apprendre la physique nucléaire, la chimie, les nanosciences, avant de pouvoir se prononcer. Et donc, il faut trouver les moyens de créer des lieux, des situations où n'importe qui puisse se tourner vers les experts en leur demandant en quoi ce que vous faites, ce que vous savez, ce que vous avez l'intention de proposer est-il ou non pertinent pour nous. Évidemment, c'est facile à dire, mais quand je lis et lorsque j'entends Gérald Bronner, je sais que ces situations-là sont très très difficiles à constituer. Surtout en France, où on a tendance à avoir des guerres de tranchées dès qu'il s'agit de questions technologiques un peu difficiles à décider, comme les OGM, le nucléaire ou les nanosciences. Et donc, on est tous d'accord sur le fait que la science doit devenir davantage citoyenne, d'une certaine façon, et il y a un gros travail à faire pour voir comment la rendre davantage citoyenne. Et là-dessus, et je rejoins Gérald là-dessus, c'est déjà que la dispute est aussi une convergence, il y a une sorte d'ingénierie à mettre en place.